Paris reste en tête des classements mondiaux du tourisme. En 2023 et 2024, la région Île-de-France a accueilli près de 50 millions de visiteurs, des chiffres qui dépassent même ceux de la période pré-pandémie. Les sites emblématiques, la Tour Eiffel, le Louvre, les Champs-Élysées, Montmartre et l'axe touristique du Marais continuent d'attirer les foules, avec des files d'attente constantes, des restaurants pleins et des hôtels qui fonctionnent presque à pleine capacité. L'impression est claire, la ville est plus animée que jamais. Cependant, dès que l'on s'éloigne de ces zones ultra connues, quelque chose d'étrange se produit. Le flux de personnes diminue brusquement, les rues deviennent plus silencieuses et l'atmosphère rappelle une ville qui a perdu une partie de sa vie quotidienne. Une question devient alors de plus en plus courante. Comment Paris peut-elle être à la fois pleine et vide en même temps? Ce phénomène est expliqué par une transformation silencieuse mais profonde. Alors que le tourisme augmente, la population résidente diminue. En un peu plus d'une décennie, Paris a perdu plus de 100 000 habitants. La combinaison de loyers élevés, du coût de la vie élevé, des appartements convertis en Airbnb et du manque d'options abordables pour les familles pousse de nombreux Parisiens à s'installer en banlieue. Cela signifie que, même avec des millions de visiteurs circulant, il y a moins de gens vivant dans les zones centrales, moins de lumières allumées la nuit et moins de vie locale dans les rues. Ce changement se reflète directement dans l'atmosphère de la ville. Des quartiers autrefois vibrants, remplis de boulangeries, d'épiceries et de cafés fréquentés par les habitants, ont désormais un rythme plus lent et silencieux. Des immeubles entiers sont occupés seulement quelques jours par an, des magasins traditionnels sont remplacés par des établissements tournés vers le tourisme, et des rues résidentielles où l'on ne voit presque aucun mouvement après la tombée de la nuit. Ce n'est pas que Paris ait perdu son énergie. Elle est simplement concentrée dans des points spécifiques, laissant une grande partie de la ville avec une atmosphère plus vide, même en haute saison touristique. Cette dualité crée le paradoxe actuel. Paris pleine de touristes, mais avec des quartiers qui semblent dépourvus de vie réelle. Paris continue d'enchanter des touristes du monde entier. Mais pour ceux qui y vivent, la ville change de manière silencieuse et profonde. En plein record de visites, la capitale française connaît un phénomène opposé à l'agitation observée dans les sites touristiques, un déclin continu du nombre d'habitants permanents. Selon l'INSEE, Institut national de la statistique et des études économiques, la ville de Paris a perdu plus de 136 000 habitants en environ 11 ans, soit une baisse d'environ 6% de la population pendant cette période. Cette réduction ne s'explique pas seulement par le vieillissement ou une faible natalité, bien que ces facteurs existent. Le principal moteur de l'exode est la combinaison des coûts de logement extrêmement élevés, de l'offre limitée de logements à long terme et de l'impact des plateformes de location à court terme, telles que les hôtels-appartements touristiques. NSS Magazine, par exemple, entre 2021 et 2024, Paris a perdu environ 45 000 habitants. Le déclin se concentre surtout dans certains arrondissements de la ville. En particulier, les 10e et 7e arrondissements sont désignés comme ayant les plus grandes baisses de population, avec des reculs de l'ordre de 1,8% et 1,4% respectivement au cours d'une année donnée. Pendant ce temps, des quartiers comme le 2e, le 4e et le 14e enregistrent de petites, mais rares, augmentations de population. Les projections pour l'avenir sont également claires. Si les tendances actuelles se maintiennent, le nombre de logements à Paris pourrait baisser en moyenne de 2,4% par an, tandis que d'autres parties de la région Île-de-France croîtront. Cela suggère qu'en même temps que la région métropolitaine se développe, le noyau urbain de Paris se contracte, une inversion des attentes pour une capitale mondiale. Pour ceux qui y vivent ou y ont travaillé, ce déclin a des effets directs. Des voisins qui partent, des boulangeries qui ferment, des écoles avec moins d'enfants, des transports qui ajustent leurs trajets et des immeubles vides qui s'accumulent. Même vivant au milieu du tourisme de masse, beaucoup ont l'impression que la ville a perdu des gens, et avec cela, une partie de son quotidien, de son tissu social et de sa convivialité de quartier. Cette déconnexion entre la ville de passage, les visiteurs, et la ville de résidence, les habitants, amplifie la sensation que Paris peut être pleine de touristes, mais moins vivante pour ceux qui veulent appeler cet endroit leur chez-soi. Celui qui visite Paris pendant la journée a l'impression d'être dans une métropole vibrante, cafés bondés, métro remplis et touristes circulant dans toutes les directions. Mais il suffit de s'éloigner des grands axes touristiques et d'observer les quartiers résidentiels après la tombée de la nuit ou un dimanche pour percevoir un autre décor, des rues tranquilles, un mouvement réduit et une atmosphère bien plus silencieuse qu'on ne l'imagine pour une capitale mondiale. Cette sensation n'est pas une coïncidence, elle est directement liée au déclin continu du nombre d'habitants permanents dans la ville, notamment dans les zones les plus centrales. À mesure que la population résidente diminue, le rythme de la vie quotidienne s'affaiblit également. Dans de nombreux quartiers, des maisons et appartements autrefois occupés par des familles appartiennent désormais à de nouveaux profils.
Des étudiants étrangers temporaires, des professionnels qui passent en quelques mois dans la ville, des propriétaires qui utilisent leurs biens comme résidence secondaire et principalement des appartements convertis en location de courte durée. Résultat, moins de fenêtres allumées, moins de voisins présents et moins de circulation naturelle de personnes la nuit. De plus, Paris adopte un mode de vie très distinct pendant les fins de semaine, surtout les dimanches, lorsque la plupart des commerces traditionnels ferment. Les boulangeries, épiceries et petites boutiques familiales, les piliers de la vie de quartier, fonctionnent avec des horaires réduits, ce qui contribue à l'ère plus calme des rues résidentielles. Dans certains arrondissements, cette tranquillité surprend même ceux qui s'attendent à l'agitation typique d'une capitale européenne. La réorganisation urbaine influence également ce comportement, avec des politiques qui découragent l'utilisation de la voiture et transforment certaines rues en voies plus calmes. La réduction du trafic renforce encore plus la sensation de vide pour ceux qui marchent la nuit. Parallèlement, la vie nocturne est devenue plus concentrée dans des zones spécifiques, laissant des régions entières sans grand lieu de rassemblement après une certaine heure. Le contraste est frappant, tandis que les cartes postales restent pleines, de nombreux quartiers vivent à un rythme plus lent, presque introspectif, surtout la nuit et les fins de semaine. C'est un phénomène réel, visible et de plus en plus discuté par les Parisiens eux-mêmes. Paris a toujours été une ville d'appartements petits, de rotation constante et d'un grand mélange de profils sociaux. Cependant, ces dernières années, une transformation spécifique a profondément modifié le fonctionnement des quartiers. L'expansion massive des locations à court terme, en particulier via des plateformes comme Airbnb. Ce phénomène, qui dans d'autres endroits n'est qu'un détail du marché immobilier, est devenu à Paris une force capable de changer la démographie, le commerce local et même le rythme quotidien des rues. Aujourd'hui, on estime que des dizaines de milliers de biens sont enregistrés ou fonctionnent comme des locations touristiques. Beaucoup d'entre eux dans des zones résidentielles où vivaient auparavant des familles, des étudiants et des travailleurs de la ville. Le problème n'est pas seulement le volume, mais le fait qu'une grande partie de ces appartements restent inoccupés pendant une grande partie de l'année. Ce sont des espaces qui n'hébergent plus de résidents permanents. Et sans résidents apparaissent les soi-disant appartements fantômes, des immeubles avec des portes fermées, des couloirs silencieux et des fenêtres toujours éteintes, même dans des quartiers traditionnellement animés. Cette absence pèse sur le quotidien des quartiers. Lorsqu'un étage entier d'un immeuble est utilisé pour des locations de courte durée, la dynamique entre voisins disparaît. Ce café au coin de la rue perd ses habitués. La boulangerie vend moins le matin. L'épicerie de quartier voit sa clientèle diminuer. Et avec le temps, les commerces familiaux sont remplacés par des magasins dédiés au tourisme, qui ne dépendent pas des habitants pour survivre. La mairie de Paris a tenté de réguler ce secteur en imposant des limites et des amendes à ceux qui transforment illégalement des résidences en hébergements. Cependant, la demande touristique est énorme et de nombreux propriétaires voient dans ces applications une source de revenus bien plus élevée que ce qu'ils pourraient obtenir avec des loyers traditionnels. Cela crée un cycle difficile à briser. Plus il y a de touristes, plus la pression sur le marché augmente. Plus la pression est forte, moins il y a de place pour ceux qui veulent se vivre dans la ville. Au final, l'impact est clair pour ceux qui marchent dans les rues, des façades sans mouvement, des immeubles silencieux, des voisins qui n'apparaissent de jamais et la sensation qu'une partie de la véritable Paris disparaît. Les locations à court terme ont non seulement modifié le marché immobilier, elles ont transformé le cœur de la vie parisienne. Paris a toujours été connu pour être une ville vibrante et diversifiée, avec un mélange de résidents incluant aussi bien les plus riches que ceux qui travaillent pour faire fonctionner la ville. Cependant, ces dernières décennies, l'une des transformations les plus draconiennes a été l'explosion des prix de l'immobilier, forçant une partie significative de la population à quitter la ville à la recherche de quartiers plus abordables en banlieue ou même dans d'autres villes de la région Île-de-France. En 2023, le prix moyen du mètre carré à Paris a atteint environ 10 000 €, avec des zones plus centrales atteignant des prix encore plus élevés, comme le Marais et le 7e arrondissement. Cette hausse incontrôlée a été un cauchemar pour les travailleurs de la classe moyenne et inférieure qui ne peuvent pas se permettre les loyers et l'achat de biens immobiliers. Un appartement de 40 mètres carrés peut dépasser les 1 000 € par mois de loyer, une somme que beaucoup, en particulier dans des métiers comme auxiliaires administratifs, employés de magasins ou travailleurs de l'éducation, n'arrivent pas à payer avec leur salaire. Cette hausse des prix de l'immobilier a une grave conséquence sociale. L'expulsion des travailleurs essentiels, ceux qui maintiennent la ville en vie, comme les enseignants, les infirmiers, les conducteurs de transport public et même les femmes de chambre dans les hôtels. Ils sont contraints de vivre en dehors de Paris, dans des banlieues plus éloignées où le coût de la vie est plus bas. Cela a créé une véritable dissociation entre les lieux de travail et les lieux de vie.
Cela a pour conséquence que la ville perd son essence de ville avec une vie locale. Les anciens Parisiens, souvent avec des liens profonds dans les communautés et les quartiers, ne peuvent plus se permettre de vivre dans les zones où ils ont grandi, où ils sont allés à l'école ou même où ils ont travaillé pendant des années. Ce changement impacte directement le commerce de quartier. Sans habitants locaux, de nombreux petits commerces ferment ou sont remplacés par des magasins dédiés exclusivement aux touristes, car le profil de la population change. Cet éloignement entre les centres de travail et les périphéries a généré un stigmate selon lequel Paris devient une ville pour les touristes et les très riches, mais plus pour ses propres habitants de classe moyenne et inférieure, un éloignement qui vide la ville de sa véritable identité. Ces dernières années, la gentrification est devenue une réalité de plus en plus présente à Paris. Tandis que le tourisme croît et que les zones plus centrales deviennent des points d'intérêt pour les plus riches et les touristes internationaux, les habitants de classe moyenne et inférieure commencent à être déplacés vers les périphéries de la ville. L'augmentation des prix de l'immobilier, la transformation de quartiers entiers et la pression du marché immobilier font que ceux qui maintiennent la ville en mouvement, des travailleurs dans des secteurs essentiels aux artistes et petits entrepreneurs, doivent chercher de nouveaux logements plus abordables dans les banlieues de Paris. Ce qui était autrefois une ville où une personne de classe moyenne pouvait vivre confortablement dans divers quartiers centraux devient désormais une réalité lointaine pour beaucoup. Un bon exemple de cela est le quartier de Belleville qui, jusqu'à il y a peu, était un bastion de la classe ouvrière et des familles immigrées. Aujourd'hui, cette zone est devenue un terrain de spéculation immobilière et en conséquence, les prix des loyers ont fortement augmenté, rendant impossible pour les anciens habitants de rester. Ceux qui pouvaient auparavant se permettre un loyer raisonnable dans un appartement simple sont désormais contraints de déménager dans des banlieues plus éloignées, comme Saint-Denis, Montreuil et Ivry-sur-Seine, où le coût de la vie est un peu plus abordable, mais où les distances augmentent et la mobilité quotidienne devient un défi. Cette mouvance vers les banlieues a un impact direct sur les dynamiques sociales et économiques de Paris. Les quartiers centraux, désormais davantage tournés vers un public de classe haute et de touristes, perdent la diversité qui les rendait uniques. En même temps, les régions périphériques voient un nombre croissant de nouveaux habitants qui ont besoin de l'infrastructure de la ville, mais qui n'ont pas le même accès aux commodités, services et opportunités que la capitale offrait auparavant. De plus, la gentrification n'est pas un simple changement d'apparence des quartiers. Elle modifie l'âme des villes. Les cafés et petits commerces locaux, qui servaient autrefois de centres d'interaction communautaire, sont remplacés par des chaînes et des restaurants de luxe, souvent destinés à un public plus affluent. Les petites boutiques de quartier, qui faisaient partie intégrante du quotidien, laissent de place à des établissements chers, éloignant le rythme plus accessible et traditionnel de Paris. Paris, célèbre pour son charme éternel et son attrait international, vit un paradoxe curieux. Pendant la haute saison, les rues sont bondées de touristes, mais à d'autres périodes de l'année, de nombreuses zones de la ville semblent désertes, presque fantomatiques. Cette différence entre les pics touristiques et les périodes de basse saison n'est pas une nouveauté, mais elle s'est intensifiée ces dernières années. Alors que la ville reste une destination de vacances pour des millions de personnes, la vérité est que de nombreux quartiers, surtout en dehors des circuits de touristique les plus populaires, restent vides et sans vie pendant une grande partie de l'année. Pendant les mois de pointe, comme juin, juillet et août, Paris se remplit de visiteurs du monde entier. Les sites touristiques traditionnels, comme la Tour Eiffel, le Louvre et l'Arc de Triomphe, deviennent des lieux tellement bondés qu'il est difficile même de marcher sur les trottoirs. Les restaurants, magasins et cafés sont remplis de touristes en quête d'une véritable expérience parisienne. Les rues se remplissent de vie, mais cette vie est souvent temporaire. Une fois la saison haute terminée, le nombre de touristes diminue drastiquement, laissant derrière une ville qui semble perdre une partie de son charme. Dans les rues résidentielles, la sensation de désert est encore plus évidente. Pendant des mois comme novembre et janvier, en particulier dans les zones les plus éloignées des grandes attractions touristiques, de nombreux magasins ferment leurs portes et les cafés et restaurants locaux fonctionnent avec des horaires réduits. Le commerce de quartier, qui dépend du mouvement constant des habitants, souffre de l'absence de mouvement. Les rues, qui pendant les périodes de pointe sont pleines de monde, deviennent silencieuses, avec une absence presque palpable. Certains quartiers périphériques, comme Belleville et Ménilmontant, peuvent sembler vides, la plupart des résidents voyageant ou s'éloignant vers leur maison de vacances, tandis que le commerce et les services locaux tentent de survivre avec une clientèle réduite. Ce phénomène a un impact direct sur l'économie locale, en particulier dans les zones qui ne sont pas exclusivement tournées vers le tourisme. Sans touristes, de nombreux petits commerces luttent pour survivre.
L'absence de base résidente constante et la concentration du tourisme dans quelques zones de Paris affectent la vitalité des quartiers plus éloignés et moins populaires. La ville, qui se réinvente chaque année comme destination touristique, finit par devenir double, vivant une réalité complètement différente selon la saison. Ces dernières années, Paris a connu un changement significatif dans son profil de visiteur. La ville, qui historiquement était une destination accessible pour les Parisiens et les touristes de classe moyenne, est désormais de plus en plus tournée vers un public international à revenus élevés. La transformation du marché immobilier, l'augmentation du nombre de touristes riches et les changements dans les politiques touristiques redéfinissent la manière dont la ville traite son public, entraînant l'abandon progressif du public local. Pendant de nombreuses décennies, Paris était un lieu d'accès démocratique où tout le monde, des travailleurs aux étudiants, des familles aux couples, pouvait profiter de ce que la ville avait à offrir, d'un simple café à un dîner dans des bistrots charmants. Cependant, avec la hausse des prix de l'immobilier et la transformation des zones commerciales, notamment dans des quartiers comme le Marais, les Champs-Élysées et Saint-Germain-des-Prés, beaucoup de ces lieux sont devenus inaccessibles pour les Parisiens qui formaient l'épine dorsale de la vie quotidienne de la ville. L'exclusivité croissante du tourisme de luxe a été alimentée par l'augmentation des hôtels 5 étoiles, des boutiques de luxe et des restaurants étoilés Michelin qui dominent désormais les principales voies touristiques. En même temps, le marché de la location à court terme, Airbnb et autres, absorbe une part significative des logements résidentiels qui étaient auparavant accessibles aux locaux, mais qui sont désormais réservés exclusivement aux touristes à fort pouvoir d'achat. Ce changement de focus a un impact visible sur les zones qui étaient auparavant le cœur de la vie locale. Avec un tourisme presque exclusivement tourné vers les riches étrangers, Paris a perdu son esprit d'inclusion, du moins dans les zones les plus visitées. Les rues commerçantes traditionnelles, comme celle du quartier de Montmartre, ou les magasins qui desservaient la population locale, sont progressivement remplacés par des produits de luxe et des expériences exclusives, destinées aux touristes qui voient Paris comme une opportunité de dépenser des sommes considérables en achats et en gastronomie. En même temps, de nombreux Parisiens migrent vers les banlieues ou s'éloignent des zones centrales, incapables de suivre le rythme de la gentrification accélérée et l'augmentation des prix. Le résultat est une Paris de plus en plus tournée vers un tourisme de luxe rapide et passager, au détriment de sa tradition d'être une ville inclusive et accessible à tous. Avec l'avancée de la technologie, Paris, tout comme d'autres grandes villes du monde, devient un laboratoire pour des systèmes qui analysent le comportement humain de manière de plus en plus détaillée et intrusive. Dans le contexte du tourisme et du divertissement, des technologies prédictives sont mises en place pour identifier les schémas de consommation et, plus alarmant encore, exploiter les vulnérabilités comme la dépendance aux jeux ou les comportements compulsifs de dépenses. Ces technologies sont utilisées pour maximiser les profits de manière implacable, souvent sans que les consommateurs ne réalisent ce qui se passe. L'un des secteurs les plus impactés par ces technologies est celui des jeux d'argent et du divertissement, où les casinos de Paris ont adopté des systèmes de reconnaissance faciale et d'analyse comportementale pour catégoriser les clients et manipuler leurs décisions. Par exemple, des systèmes basés sur l'intelligence artificielle peuvent identifier en quelques secondes si une personne montre des signes de désespoir émotionnel ou de dépendance au jeu. Cela se fait grâce à l'analyse du visage et du comportement du joueur, comme l'expression faciale, le rythme de la respiration et même les mouvements du corps. L'objectif ? Profiter de ses faiblesses. Lorsque le système identifie un visiteur potentiellement vulnérable, il ajuste son traitement, depuis l'offre de compléments exclusifs tels que des boissons ou des séjours, jusqu'à l'augmentation des mises minimales ou l'offre de forfaits de jeux plus chers. La logique derrière cela est simple. La dépendance génère plus de dépenses et la technologie est conçue pour l'alimenter. Pour les touristes qui visitent Paris avec des ressources limitées, ce système devient un terrain de manipulation, où leurs émotions et impulsions sont exploitées pour extraire le maximum possible. De plus, ces technologies sont conçues pour surveiller les modèles de consommation de manière constante, évaluant le comportement de chaque visiteur en fonction de son état émotionnel et de son niveau de stress. Cela soulève des questions sur l'éthique de ces pratiques. Jusqu'où une ville comme Paris est-elle prête à envahir la vie privée et manipuler les vulnérabilités humaines pour générer des profits ? Si la dépendance peut être identifiée et exploitée, la ligne entre ce qui est accepté et ce qui est exploratoire devient de plus en plus floue. Les critiques de ces technologies soulignent que, bien que ces innovations génèrent des profits rapides pour l'industrie du divertissement, elles créent également un cycle de dépendance et de manipulation. Non seulement des consommateurs, mais aussi des travailleurs de l'industrie qui sont formés pour identifier ces signes et appliquer des stratégies visant à augmenter les gains. Alors que Paris s'adapte aux nouvelles dynamiques économiques et touristiques, l'un des aspects les plus préoccupants de cette transformation est l'impact sur les travailleurs de la ville.
L'augmentation du tourisme de luxe, la pression croissante pour des résultats financiers et l'intégration de technologies de pointe dans le secteur des services créent un environnement de travail de plus en plus déshumanisé. Dans des secteurs clés tels que l'hôtellerie, les services touristiques et même le commerce local, de nombreux employés sont confrontés à des exigences implacables et des pressions psychologiques qui affectent leur santé mentale et leur qualité de vie. L'utilisation de technologies de surveillance et de contrôle telles que les systèmes de reconnaissance faciale et d'analyse de données a entraîné une augmentation de la surveillance constante des employés. Plutôt que d'interagir personnellement et de construire des relations de confiance avec les clients, les travailleurs sont désormais obligés de s'adapter à des algorithmes qui dictent leurs actions, leurs horaires et même le type de service qu'ils doivent offrir. Par exemple, dans les hôtels de luxe et les casinos, les employés sont souvent évalués en fonction d'indicateurs de performance automatisés tels que le temps qu'ils mettent pour servir un client ou le montant des ventes qu'ils génèrent par heure. Cela entraîne une pression constante, car l'accent est mis sur la productivité et la quantité, et non sur la qualité du service fourni. L'isolement émotionnel causé par ces technologies et par le manque d'interaction humaine est également un problème croissant. Pour de nombreux travailleurs de l'hôtellerie et du tourisme, le rôle traditionnel de servir avec une hospitalité sincère a été remplacé par des protocoles rigides et des scripts automatisés. En conséquence, beaucoup rapportent des sentiments d'aliénation et même d'épuisement émotionnel. Le manque de reconnaissance des efforts humains et la comparaison constante avec des mesures de performance entraînent une baisse de l'estime de soi et une augmentation du stress. De plus, les conditions de travail ne suivent souvent pas le coût de la vie croissant de la ville. Dans un environnement hautement compétitif, où les touristes de luxe sont la principale source de profit, la classe ouvrière est confrontée à une distorsion entre la valeur de son travail et sa rémunération. Les employés, souvent sous-payés, doivent faire face à la pression de servir des clients exigeants et de respecter des objectifs de performance souvent inaccessibles. Cette déshumanisation de l'environnement de travail n'est pas seulement une question de conditions physiques, mais de bien-être psychologique, avec des effets directs sur la santé mentale des Parisiens travaillant dans les secteurs les plus exigeants de l'économie de la ville. Pour beaucoup, l'expérience de travailler à Paris est devenue un cycle de pression constante et de fragilité émotionnelle où les individus sont réduits à des chiffres dans un tableau Excel plutôt que d'être reconnus pour leur contribution authentique à la vie de la ville. La transformation de Paris en une destination touristique de luxe et de consommation élevée s'accompagne d'une série de preuves internes qui révèlent le distanciation croissante entre les valeurs humaines et les nouvelles pratiques commerciales adoptées par l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie. Les employés, les clients et même les anciens collaborateurs ont partagé des témoignages sur la façon dont l'accent mis sur les profits rapides affecte la manière dont les clients sont traités et l'impact de cela sur l'environnement de travail et l'expérience du touriste. Les témoignages des employés soulignent une crise morale croissante dans le secteur à mesure que les entreprises exigent des techniques agressives de vente et de manipulation du comportement des consommateurs, souvent au détriment de l'hospitalité sincère. Dans les hôtels de luxe et les casinos, les travailleurs sont formés pour appliquer des stratégies de vente visant à extraire le maximum de chaque client, les incitant fréquemment à dépenser plus que prévu, que ce soit pour des services supplémentaires, des repas chers ou des forfaits touristiques exclusifs. Le problème s'intensifie lorsque ces méthodes sont utilisées pour exploiter les vulnérabilités des clients eux-mêmes. Les anciens employés racontent comment ils ont été formés pour identifier les signes de faiblesse émotionnelle ou financière chez les clients afin d'appliquer des techniques de vente plus agressives. Par exemple, dans certains établissements, lorsqu'un client montrait des signes de stress ou de mécontentement, la réponse n'était pas une solution amicale ou un service de qualité, mais des stratégies pour manipuler la situation et amener le client à dépenser davantage, que ce soit pour des surclassements, des réservations dans des restaurants chers ou des services exclusifs. Cette approche de manipulation suscite une grande inquiétude parmi ceux qui ont été témoins de l'évolution de l'éthique professionnelle dans ces établissements. De nombreux anciens collaborateurs mentionnent la perte de moralité au travail où la valeur des interactions humaines a été remplacée par une quête incessante des objectifs de chiffre d'affaires. La pression pour atteindre ces objectifs est devenue si forte que certains employés ont choisi de quitter leur poste ou ont simplement cessé de croire au modèle commercial qui leur était imposé. De plus, des rapports internes divulgués par de grandes entreprises touristiques à Paris révèlent que les stratégies de marketing se concentrent de plus en plus sur la création d'une expérience artificiellement luxueuse
et exclusives, dans le but de susciter un sentiment de rareté et d'urgence afin de faire croire aux touristes qu'ils perdent quelque chose de précieux s'ils ne dépensent pas plus. Au fond, ce qui se passe est une déconnexion croissante entre le tourisme de luxe et l'expérience réelle. De nombreux touristes, en prenant conscience de la manipulation derrière les expériences proposées, se retrouvent déçus et frustrés par le manque d'authenticité et par l'exploitation financière de leurs émotions. Pour l'industrie, l'éthique semble être une préoccupation secondaire par rapport au profit potentiel. Comme nous l'avons vu, Paris, la ville lumière, traverse des transformations profondes. Ce qui était autrefois une destination accessible et vibrante pour tous est désormais confronté à une dure réalité de gentrification, de déshumanisation du travail et de manipulation du tourisme. Alors que les rues continuent d'être remplies de touristes riches, de nombreux Parisiens sont laissés pour compte, et l'essence de la ville, qui a toujours été caractérisée par la diversité, l'inclusion et l'hospitalité authentique, est remplacée par un modèle d'extraction financière sans trop de scrupules. La question qui se pose est la suivante. Quel sera l'avenir de Paris? La ville continuera-t-elle d'être un lieu accueillant pour tous ou se transformera-t-elle de manière permanente en un terrain de jeu pour les riches et un marché pour les touristes jetables? Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous en pensez. Laissez vos commentaires ci-dessous. Que pensez-vous de ces changements? Paris est-elle en train de perdre son âme? Et si vous voulez continuer à suivre cette aventure et comprendre ce qui se passe d'autre dans la ville, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Restez à l'écoute des prochaines vidéos car nous avons encore beaucoup d'enquêtes et de témoignages à partager. À la prochaine!